Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, les titres de cette édition. Présidentielle 2019, Karim Wade, absent des listes électorales provisoires. Sa demande d'inscription a été rejetée en vertu de l'article L31 du Code électoral, selon la Direction générale des élections. Une information qui ne surprend guère Cheikh Sadibou Fall du Parti démocratique sénégalais qui soutient que le président Sall cherche à éliminer un adversaire politique. Les listes électorales provisoires publiées donc cet après-midi. Les citoyens disposent de 15 jours pour introduire un recours en cas d'erreur, d'omission ou de rejet. La baisse des prix des tickets de restauration effective à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants approuvent mais continuent de réclamer la lumière dans l'affaire Fallou Sène. G5 Sahel, le président français Emmanuel Macron à Nouakchott pour parler sécurité en Afrique. Dans ce journal, l'analyse de l'expert en relations internationales Mamadou Aliou Diallo. Et puis en fin d'édition, le journal du mondial, ce sera avec Ibrahim Khan. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Karim Wade ne figure pas sur les listes électorales. Une précision de la Direction générale des élections. Selon le directeur de la formation et de la communication, la demande du candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais a été rejetée et c'est en vertu de l'article L31 du Code électoral. Toutefois, il dispose de 15 jours pour introduire un recours. Bernard Casimir VI est au micro de Alassane Ba. La précision est de taille. Il a introduit une demande d'inscription sur les listes électorales. Sa demande a été rejetée. Pour l'un des motifs que nous avons cités tout à l'heure, le motif étant le cas des personnes figurant et citées à l'article L31 du Code électoral. C'est cela qui a fait que les services centraux, se fondant rigoureusement ce que dit cet article, ont estimé que M. Karim Wade, au terme de la loi, ne devait pas être inscrit sur les listes électorales. Au demeurant, il ne s'agit pas d'un électeur radié, dans la mesure où M. Karim Wade, ne s'étant pas déplacé lors de la refonte des listes électorales, M. Karim Wade n'ayant pas participé à la refonte partielle des listes électorales, n'y figurait pas avant la révision exceptionnelle des listes électorales. Et du fait que sa demande a été rejetée sur appréciation des services centraux, il n'y figure pas encore, puisque c'est important de relever que tout citoyen sénégalais, durant cette période de contentieux, dispose du droit de saisir le président du tribunal d'instance ou bien, dans son cas, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire qui, en l'espèce, agirait comme s'il s'agirait d'un magistrat. Sa décision s'imposerait à l'administration et les voies de recours supplémentaires lui restent ouvertes. Karim Wade, donc absent des listes électorales provisoires, l'ancien ministre de l'Intérieur n'est pas du tout surpris. Cheikh Sadibou Fall soutient que l'État du Sénégal est derrière cela, mais avec ses camarades libéraux, il compte apporter des réponses aussi bien sur le plan politique que judiciaire. Pape Faragning et Mardien l'ont rencontré. Le rejet de la demande de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales ne surprend guère Cheikh Sadibou Fall. Pour lui, beaucoup d'actes le présageaient. Moi, personnellement, ça ne me surprend pas parce que je dis que le pouvoir faisait tout pour effectivement mettre des obstacles à la candidature de Karim Wade. Et nous avons appris récemment d'ailleurs qu'une réunion qui a été relatée par un des organes, un des quotidiens de la place, qu'une réunion s'était tenue au niveau du ministère de l'Intérieur avec le ministre de l'Intérieur.
Un rejet motivé par l'article L31 du Code électoral. L'ancien ministre de l'Intérieur déplore l'implication de l'Assemblée nationale dans ce feuilleton. Article L31, oui, mais vous savez, c'est l'article qui a été remanié récemment au niveau de l'Assemblée nationale sur le Code électoral. Et tout le monde sait que c'était fait à dessein. Ce remaniement du Code électoral, c'était fait pour éliminer des candidats. C'était fait pour faire obstacle à la candidature de Karim principalement. Et donc, pour nous, c'est un combat qu'il faut mener parce que l'inscription étant déjà faite. Toutefois, les libéraux attendent d'être notifiés pour y apporter des réponses. Je crois que le problème de Karim face au pouvoir de Macky Sall, c'est un problème à la fois juridique et un problème politique. Et nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition, tous les moyens. C'est un combat qu'il faudra mener et qu'il faudra mener avec beaucoup de fermeté, beaucoup de lucidité, mais aussi beaucoup de détermination parce qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui que le pouvoir veuille trier les candidats qui doivent faire face au président Macky Sall et organiser des élections qui n'auront rien de transparent. Avec la condamnation de Karim Wade par la CREI, combinée au rejet de sa demande, la candidature de celui-ci à la présidentielle de 2019 est plus que hypothéquée. Justement, Pape Faraning, Karim Wade sera-t-il candidat à la prochaine présidentielle? Ses chances de voir sa candidature devenir une réalité restent suspendues à la validation de son inscription sur les listes électorales. Or, l'article L31 du Code électoral semble disposer en sa défaveur. Voyons les contours de cet article avec Daniel Diouf. C'est précisément la partie réglementaire alinéa 2 de cet article qui encadre le cas d'espèce. Il dispose que ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les citoyens condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à 1 mois, assortie ou non d'une amende pour l'un des délits suivants: vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d'influence, contrefaçon et en général pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement. Par conséquent, la perte du droit d'inscription sur les listes électorales s'applique. Une privation qui entraîne aussi l'inéligibilité pour tout citoyen condamné puisqu'il ne peut s'inscrire, ni voter, ni être éligible. Les listes électorales provisoires publiées, les citoyens disposent de 15 jours pour aller vérifier s'ils figurent sur ces listes. En cas d'erreur, d'omission ou de rejet, les concernés peuvent introduire un recours en saisissant le président du tribunal d'instance ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire. Pour les Sénégalais de l'extérieur, la direction générale des élections faisait face à la presse cet après-midi. Compte rendu de cette rencontre avec Alassane Ba et Abdoulaye Diallo. Les listes provisoires sont disponibles. La révision exceptionnelle arrivée à terme, les électeurs peuvent aller vérifier. L'administration doit procéder au dépôt des listes des mouvements accompagnées des listes de rejet ainsi que des motifs de rejet dans les préfectures, les sous-préfectures, les sièges des conseils départementaux, les mairies et au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires. Et en cas de rejet, omission, erreur ou radiation, le concerné peut saisir la justice. La période de contentieux qui concerne la publication des listes provisoires est ouverte. À compter de demain, mardi 3 juillet 2018, d'un délai de 15 jours pour saisir le président du tribunal d'instance de leur ressort ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire si le citoyen réside à l'étranger, en cas de rejet, d'omission ou encore d'erreur. La révision passée a enregistré un total de 495 919 demandes formulées. Les 440 547 demandes sont faites sur le territoire national et 55 272 à l'étranger. Après traitement des demandes ont fait l'objet de rejet. Pour les principaux motifs qui suivent: 1.
personnes déjà inscrites sur les listes électorales. 2. Personnes ne devant pas être inscrites sur les listes électorales en vertu des articles L31 et L32 du Code électoral. 3. Personnes mineures. Les listes définitives vont être publiées par le ministre de l'Intérieur. Aucune date fixée par le Code électoral, mais précision, selon l'article R44, alinéa 3, la carte électorale doit être publiée au plus tard 30 jours avant la date du scrutin. Alassane Ba, merci. Nous parlons de toute autre chose. Les partisans de Khalifa Sall étaient dans les rues de Paris pour exiger sa libération. Le directeur de cabinet du maire de Dakar y a également participé. Selon les jeunes socialistes, Khalifa Sall donc reste leur candidat pour la présidentielle de 2019. Les détails avec Ibrahima Kamara. Les partisans de Khalifa Sall ont encore marché dans les rues de Paris. Le directeur de cabinet du maire de Dakar est venu en renfort aux socialistes proches de Khalifa Sall pour demander sa libération. Qu'aujourd'hui, qu'un régime qui a été mis en place récemment veuille nous mettre des conditionnalités pour assurer donc notre devoir de vote et notre devoir citoyen pose problème. C'est cette insulte-là aujourd'hui que les Sénégalais donc du pays comme de la diaspora refusent en tout cas d'accepter. Il n'y a aucun doute, selon les jeunes khalifistes, il sera leur candidat aux prochaines présidentielles de février 2019. Pour nous, Khalifa sera président pour février 2019 parce qu'il est innocent, il n'a rien fait, donc on se battra pour qu'il soit notre candidat, le candidat du Parti socialiste des valeurs, et pour qu'il soit le président de la République du Sénégal en 2019. Le Parti socialiste a un rôle historique à jouer et doit aller à la rencontre des Sénégalais pour être en mesure de leur proposer un projet alternatif et de répondre aux nouvelles espérances déçues en tout cas par le régime de Macky Sall. L'affaire du Prodac relatif à la démission de Mame Mbaye Niang n'est qu'une illustration de l'incompétence du régime en place, nous disent les socialistes. La marche s'est achevée à Château-Rouge par des discours qui mettent à nu la gouvernance de Macky Sall. Je vous le disais tantôt, les prix des tickets de restauration revus à la baisse dans les universités du Sénégal. Le COUD a imprimé plus de 110 000 nouveaux tickets à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants rencontrés s'en félicitent et estiment que le chef de l'État a respecté ses engagements, mais ils exigent toujours la lumière dans l'affaire Fallou Sène. Reportage Cheikh Diop et à la caméra Abdoulaye Diallo. Une journée pas comme les autres au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La baisse du prix des tickets de restauration est maintenant effective. Dans ces longues files d'attente, devant les guichets, des étudiants heureux. Je suis très content pour ça, en tant qu'étudiant, parce que c'est le président de la République du Sénégal qui avait dit je vais mettre en rigueur le 1er juillet la diminution des tickets. Le ticket de 150 francs va coûter 100 francs CFA et aussi le ticket de 75 francs va coûter 50 francs. Cela permet d'améliorer les conditions sociales de l'étudiant. Nous sommes très contents de cet acte. Bon, il l'avait dit et il l'a fait aujourd'hui. Nous félicitons le président parce que c'est des engagements qu'il avait pris et il l'a respecté. On peut dire qu'il l'a respecté parce qu'il avait dit que dès le premier, les prix des tickets seront réduits. L'État du Sénégal a tenu sa promesse de revoir à la baisse les tarifs des tickets de restauration dans les universités publiques. Le Centre des œuvres universitaires a imprimé des centaines de milliers de tickets pour satisfaire la demande. Depuis ce matin, nous avons mis à la disposition des caissiers plus de 110 000 tickets de restaurants et on nous demande quand même de ravitailler encore les caissiers. La diminution des tickets va entraîner une plus grande fréquentation des restaurants. Mais le COUD a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face à un afflux supplémentaire au niveau des restaurants. Pour ces étudiants, les autorités n'auraient jamais dû attendre la mort de Mohamedou Fallou Sène pour diminuer le prix des tickets. La diminution de ces tickets ne veut rien dire pour moi parce qu'il ne l'avait pas fait depuis avant alors qu'il savait les conditions dans lesquelles les étudiants vivaient. Il fallait qu'il attende qu'il y ait une manifestation, qu'un étudiant monte encore une fois de plus pour qu'il réagisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voudrions que ceci soit fait à l'endroit de notre frère qui a été assassiné, je dis bien, dans des conditions ignobles. Après les tickets de restauration,
les étudiants attendent maintenant l'application d'une autre directive du président Macky Sall. L'augmentation des bourses prévue le mois d'octobre prochain. Cher Diop, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis également, la baisse des prix des tickets de restauration est effective. Les étudiants de Sanar applaudissent. Pour eux, des efforts sont consentis. À Saint-Louis, nous retrouvons nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek. La baisse des prix des repas dans les restaurants universitaires est effective depuis quelques heures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les prix qui étaient de 150 pour les repas, je veux dire par là le déjeuner et le dîner, sont maintenant donc fixés à 100 francs. Et le petit déjeuner qui a été 75 francs est maintenant donc fixé à 50 francs. Donc à 50 francs. Donc on veut dire que le coût ou bien la prise en charge journalière pour la restauration de l'étudiant, la participation de l'étudiant est de 250 francs par jour. Comme l'avait annoncé le chef de l'État Macky Sall, le prix du petit déjeuner passe de 75 à 50 francs CFA. Celui du déjeuner est aussi diminué. Il passe de 150 à 100 francs CFA. Pour les étudiants de Sanar, le gouvernement a respecté cette fois-ci sa parole. Ils interpellent toutefois les autorités à prendre les mesures nécessaires pour l'augmentation des bourses. Bien sûr, c'est effectif concernant les tickets. Donc le prix a été bien diminué. Maintenant, pour l'instant, ça reste pour les bourses, mais concernant les tickets, ça a été respecté. La mort de Faloussen est à l'origine de ces nouvelles mesures prises par les autorités. Pour les étudiants, la diminution des tickets de restauration, qui était jadis une vieille revendication des milliers de jeunes dans les universités, est devenue aujourd'hui une réalité. C'est une bonne chose, même si ce n'était pas au début ce que nous réclamions. Je crois que c'est une bonne chose parce que ici, voilà, c'est un peu difficile vu que les tarifs vont diminuer. Ça va nous permettre peut-être d'économiser de l'argent pour éventuellement se concentrer sur nous et tout. Les étudiants continuent toujours de réclamer la lumière suite à la mort de leur camarade Faloussen, mais la diminution des prix de restauration est pour beaucoup d'entre eux un réel soulagement. L'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, les Tiantakoun arrêtés détenus à la maison d'arrêt de correction de Thiès observent une grève de la faim. La longue détention préventive est à l'origine de leur mouvement d'humeur. Retour sur cette affaire avec Mambiram Diouf. Les faits sont d'une extrême gravité et seule la vérité permettra de situer les responsabilités dans cet événement tragique survenu en 22 avril 2012. 6 ans après, le droit n'est toujours pas dit. En double meurtre, les victimes se nomment Barasso et Ababakar Diagne, deux Tiantakoun retrouvés ensevelis dans un terrain vague du village de Médinatoul Salam à Mour. Dans le rapport rédigé par le substitut du procureur de Thiès à l'époque, Chahna Anne, il est fait mention d'une bagarre entre des disciples du guide des Tiantakoun à Médinatoul Salam. L'intervention des gendarmes sur les lieux a permis de constater à la devanture de la concession de Cheikh Béthio d'importantes traces de sang sur le sol, visibles également à l'intérieur de la maison et sur un véhicule du Cheikh conduit par Mamadou Anne Dipap. Lundi 23 avril 2012, informé par un kidam ayant constaté des traces de sang suspectes sur son circuit de sport matinal, les gendarmes effectuent à nouveau une descente. Stupéfaction, horreur. Découverte de 2 corps sans vie, superposés et croisés, enterrés dans une fosse commune, avec des traces de violence occasionnées par des armes contondantes, tranchantes et à feu. Ces véhicules, un Hammer, un L200 et un autre 4x4 ayant servi à cet exercice mis sous scellé, le guide Cheikh Béthio est arrêté sur instruction du procureur de la République, Ibrahim Ndoye, l'actuel procureur de Saint-Louis. Incarcéré avant de bénéficier d'une liberté provisoire en février 2013, la dernière tentative de ses avocats, alors qu'il est inculpé de complicité de meurtre, d'actes de barbarie, association de malfaiteurs, non-dénonciation d'un crime, une mention sans autorisation, entre autres chefs d'inculpation. Quelques-uns de ses disciples avec qui il a été arrêté demandent aujourd'hui leur jugement, dénonçant leur longue détention et font du jet leur arme. Ils s'interrogeraient même sur le fait qu'eux, ils sont en prison, non, Cheikh Béthio, estimant qu'il y a 2 poids 2 mesures dans cette affaire. Mais ne faudrait-il pas rappeler qu'il s'agit d'une affaire de crime de sang et que l'homme même serait enterré alors qu'il était encore en vie? D'autres faits moins graves valent aujourd'hui de longue détention à des personnes
Vous ne pouvez pas hâter les choses, juger les affaires dans la précipitation, déclaré le 27 juin dernier le ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, selon qui le dossier sera bientôt bouclé. Avec la réforme de la justice, la compétence du tribunal de grande instance de Mbour à juger l'affaire et non celui de Thiès qui a mené l'instruction expliquerait encore les lenteurs. En tous les cas, les Tiantakoun détenus font dans la grève de la faim pour que la procédure soit accélérée. Mambiram Diouf, merci. Les victimes de l'incendie de Fass risquent de dormir à la Belle Étoile cette nuit. Le centre socio-culturel qu'elles occupaient depuis quelques jours n'est plus disponible. Les victimes, très inquiètes, interpellent le maire de la commune. Reportage Abib Faye et Djili Djemé. Des visages crispés, renfrognés, la désolation est bien perceptible chez la famille Diao. Logés au centre socio-culturel de Fass, depuis jeudi, jour de l'incendie, ces responsables de famille vont devoir passer la nuit à la Belle Étoile. Depuis après l'incendie, la mairie nous a casés ici au niveau du centre socio-culturel de Fass. Mais aujourd'hui, au bon matin, ils sont venus nous demander de sortir parce qu'il y a des examens à faire demain ici. Et nous, ils ne nous ont rien donné, à part peut-être des habits qu'ils nous ont un peu offerts. Mais on n'a ni argent, ni où aller. Mais qu'est-ce qu'on compte faire? On est là dehors. Qu'est-ce qu'on compte faire? Ou est-ce que moi, je l'ai même dit au maire, je l'ai dit que, est-ce que moi je peux aller avec ma famille? D'accord, j'ai des parents, mais est-ce que ces parents-là, ils ont une place pour moi et ma famille? Père de 6 enfants, Abdul Aziz Diao ne sait plus à quel saint se vouer. Il interpelle la municipalité. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que peut-être de bonne volonté, ou bien l'État, ou bien d'autres coutumiers, chefs coutumiers ou religieux, on lance un appel à tout le monde. Chassé du centre pour des examens ce lundi, l'édile de la commune s'explique. Ils ne sont pas chassés. Cet incendie a eu lieu le jeudi. Je me suis déplacé, je les ai pris en charge depuis jeudi. Je les ai amenés au centre socio-culturel sans demander l'avis du gérant. D'autorité, je les ai installés au centre socio-culturel parce qu'on était dans une situation d'exception, il fallait les soutenir. Et on les a accompagnés pour ce qu'ils devaient manger pour le lendemain jusqu'à dimanche. La Croix-Rouge les a accompagnés également, on a essayé de trouver des matelas et on les a mis un peu à l'aise en attendant d'améliorer leurs conditions et de leur trouver des repères où qu'ils trouvent où aller. Le patron du centre m'informe qu'il y a lundi un concours ou des examens au centre socio-culturel et qu'il souhaiterait que les choses se passent normalement. Se passer normalement, ça suppose que ceux qui occupent les salles quittent les lieux. Il compte saisir l'autorité administrative avant toute décision prise. Je vais saisir monsieur le préfet, je vais lui parler de la situation parce que j'attendais que toutes ces choses se règlent. Je vais appeler le préfet et je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Peut-être que lui, avec l'État central, il pourra trouver une solution pour aider ces sinistrés parce que franchement, c'est dur de les laisser seuls. Des abris provisoires vont être installés pour loger les victimes de l'incendie, affirme le maire de la commune de Fass. Mais les victimes devront attendre ce lundi pour accéder à ces tentes en attendant que leur situation s'améliore. Abib Faye, colère des populations de Keur Mbaye-Fall en sitting ce matin. Elles ont dénoncé leurs difficiles conditions de vie dans le quartier. Il n'y a pas de canalisation et l'insécurité y règne en maître. Les détails avec Salif Sow et Asmalik Diop. Démarrés en août dernier, les travaux piétinent. Sa lenteur inquiète, les riverains de la route en chantier avertissent en ce début d'hivernage. Lui réside à Médina Mbao-Gare depuis 17 ans. Nous ne supportons plus cette situation parce que depuis qu'ils ont commencé les travaux de la route, ça ne s'achemine pas, il n'y a rien de fait. Ceux qui devaient faire les travaux ne sont jamais là, ils sont toujours absents. Notre problème, c'est que cette artère-là a fait une obstruction pour l'écoulement des eaux vers le canal qui se trouve juste à côté. Trop de désagréments
d'incertitude, de cafouillage ici. Et il y a des routes secondaires qui sont là à l'intérieur du quartier, qui regorgent d'eau et aucune autorité n'est venue ici pour se régler cette situation-là. On dirait que Toldiaz, nous ici, Kermbaïfa, la rue 10, nous sommes un peu différents du secteur sud, là où il y a les autorités qui s'occupent du quartier, qui sont embellies, alors qu'il n'y a rien ici. On ne peut pas faire une évacuation sanitaire. C'est notre première situation. Donc s'il y a ces inondations, s'il y a cette insécurité, c'est parce qu'il n'y a pas d'assainissement. Les autorités que nous avons ici ne pensent pas à nous. Nous avons nos doléances, nos droits. À l'entreprise en charge des travaux, Médina Mbaougar adresse ses exigences. Donc ce que les quartiers demandent ici, tous les deux quartiers, c'est qu'il y ait des drains qui encadrent et protègent la route et qu'il y ait un point de collecte des eaux qui soit transféré vers le Grand Canal. Et surtout que ce Grand Canal-là soit couvert. Keur Mbaye Fall est l'une des communes les plus enclavées de la banlieue de Dakar, sans assainissement, insécure, Médina Mbaougar, rue dans les brancards. Salif Sow, la pénurie d'eau persiste dans certains quartiers de Dakar. L'on se demande même à quand le retour à la normale, mais la SDE ne veut pas donner de date. Pour le directeur de la communication, les zones touchées sont identifiées et la SONES est à pied d'œuvre. Ndiaye Diop, que nous écoutons au micro de Maïmouna Ndiaye et Mbaye Diouf. Parcelle Asseni, unité 24, dans ce quartier de Dakar, puiser de l'eau dans la journée est un casse-tête pour les habitants. Chez Seleba, la solution est trouvée. Trucs et astuces pour ne pas être trop affectés par la pénurie. Vous voyez ce robinet sous les escaliers. C'est notre dernier recours. La SDE doit vraiment nous édifier. À quand la fin de cette pénurie? Nous avons perdu notre sommeil puisque nous restons jusqu'à 2h voire 3h du matin attendant le retour de l'eau pour pouvoir remplir nos bouteilles et les autres réservoirs. À l'unité 26, même constat. Dans ce robinet du quartier, on fixe même les horaires d'ouverture et de fermeture. On en a vraiment marre de vivre une telle situation. Parfois, les camions citernes viennent nous secourir, mais remarque que c'est la croix et la bannière. Tout le monde s'y met. C'est à la limite stressant. Autre chose, parfois on rentre du travail et on trouve déjà que les robinets sont déjà fermés. Facture salée, distribution d'eau anormale. Cette ménagère déplore. Autre problème, nous n'avons pas beaucoup de robinets de ce genre. Certains sont servis, d'autres non. Alors que les factures de la SDE sont toujours salées. On ne comprend vraiment pas. En attendant le retour à la normale, ces populations se débrouillent, tant bien que mal. À présent, les éclairages de Ndiaye Diop, directeur de la communication de la SDE. Il est au micro de Maïmouna Ndiaye et Mbaye Diouf. Une zone comme les parcelles Asseni, c'est ce qu'on appelle un bout de réseau. Mais tout cela est exacerbé par le fait qu'il y a d'abord un déficit de production. Si vous avez suivi notre ministre tout dernièrement en s'adressant à la presse, il avait indiqué le chiffre de 54 000 m3 jour de déficit que nous connaissons. Un retour à la normale, pour l'heure, pour le moment, on ne peut pas vous dire c'est aujourd'hui, c'est dans une heure, c'est demain. Ce qui est sûr, c'est que la SONES qui a en charge tout ce qui est réalisation d'ouvrages est en train de faire des pieds et des mains pour que ce déficit que nous connaissons soit résorbé dans les meilleurs délais. 14 kg de chanvre indien saisis par les éléments du commissariat central de Kaolack. Un individu arrêté. La drogue a été saisie dans un garage à Kaolack. Le commissaire a salué la collaboration des populations. Plus de détails avec Ibrahima Diamé.
La marchandise prohibée a été enveloppée dans des sachets plastiques de couleur jaune-verte avant d'être introduite dans des sacs de voyage dont la destination n'a pas encore été précisée. Il a fallu donc la vigilance des éléments du commissariat central de Kaolack, notamment de la section de recherche pour détecter le produit. 2 prises de chanvre indien d'une quantité totale de 14 kg ont été effectuées dans un même lieu et dans les mêmes conditions. Pour la première saisie, elle a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 juin 2018. Donc, sur exploitation d'une information au cours d'une opération de patrouille, les éléments de la brigade de recherche ont découvert un sac de voyage au lieu d'embarquement d'un bus donc, situé à Léona. S'il y a le dispositif qui a été mis en place par la police pour arriver à ce résultat, il faut aussi ajouter la collaboration des populations que Madame le commissaire a tenu également à saluer. Il faut reconnaître que ces saisies ont été effectuées grâce à la collaboration de la population, lesquelles ont informé la police à temps, qui a eu à se déplacer sur les lieux pour procéder à ces saisies. Donc la population de Kaolack n'hésite pas à se rapprocher de la police pour dénoncer tout fait suspect ou bien tout fait délictuel. En attendant la poursuite de l'enquête qui a été ouverte, le mis en cause se trouve actuellement entre les liens de la détention. Son sort va dépendre des résultats de l'enquête. G5 Sahel, le président français Emmanuel Macron à Nouakchott pour parler sécurité en Afrique, plus particulièrement dans les 5 pays du G5, donc surtout le cas du Mali. Donc l'expert en relations internationales Mamadou Aliou Diallo analyse cet événement avec nos reporters Habib Faye et Gervais Yao. La question sécuritaire a dominé dans ce voyage d'Emmanuel Macron à Nouakchott. La capitale mauritanienne abrite la réunion du G5 Sahel. Une rencontre qui, selon l'expert en relations internationales, s'impose pour la France qui a la main mise sur ses anciennes colonies. Les chefs d'État membres du G5 Sahel aujourd'hui pour respecter sa politique publique en matière de relations France-Afrique. Vous partez de la Mauritanie jusqu'au Tchad. Il y a un axe dans lequel il y a des ressources naturelles sur lesquelles la France veut avoir sa mainmise. Ce que justifie ces opérations Barkhane, comme vous les avez, Serval et consorts, c'est exactement la même chose. Serval et Barkhane, c'est pour justement, du point de vue de la France, avoir sa mainmise stratégique, sa mainmise sur les ressources naturelles, sa mainmise sur la géopolitique de cette région-là, pour pouvoir donc continuer sa politique coloniale nouvelle formule. Le G5 Sahel, composé du Burkina Faso, du Tchad, du Niger, du Mali et de la Mauritanie, peine à être indépendant du fait de sa position géopolitique. Quoi, ces pays, d'un point de vue de la puissance économique, c'est des microbes, je m'excuse du terme. Ce sont, d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, des pays qui sont très pauvres. Dans l'indice de développement humain, il ne faut pas partir, ils ne font pas les 10 derniers États du monde. Par conséquent, que ces pays puissent entretenir un État. Quand je dis un État, c'est-à-dire avoir des frontières sûres dans lesquelles il y a la commune volonté de vivre ensemble, c'est-à-dire un État qui parvient à satisfaire les besoins individuels de la population, ces États n'ont pas les moyens. Le Mali, membre du G5, connaît des attaques qui installent le pays dans une instabilité. Le Mali n'a pas suffisamment de moyens pour venir justement pour satisfaire tous les besoins. Et du coup, ça fait le lit du reddentisme. Il faudrait qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler une synergie d'action vis-à-vis de la plupart des États pour faire en sorte que le comment vouloir de vivre ensemble que l'on devrait cultiver en Afrique puisse être quelque chose de réel. Mais si dans les politiques publiques, quand une ethnie arrive au pouvoir, donc favorise en tout cas ses partisans, favorise les siens, je dis ça crée des problèmes. L'opération Barkhane, conduite par la France pour lutter contre les djihadistes, est soutenue par la force du G5 Sahel, qui pourrait bien prendre en charge la sécurité de la sous-région, selon Mamadou Aliou Diallo. Habib Faye, forte mobilisation du groupe des 15, une grande première selon les organisateurs du congrès. Pas moins de 2000 délégués mobilisés dans 9 régions et 30 circonscriptions électorales que compte la Guinée-Bissau. Ils font de la restauration de la démocratie et de la justice leur sacerdoce pour la conquête du pouvoir. Adiatala et Modou Diop. Les animateurs du courant G15, une faction du PAI-GC, s'étaient lancé le défi de la mobilisation.
Ils ont réussi le pari et se disent très satisfaits. Donc avec tout le monde que vous vivez ici aussi aujourd'hui, ça prouve que c'est la première fois dans l'histoire politique de Guinée-Bissau qu'un projet politique fait un congrès avec plus de 1000 militants, de 1215 militants. Ça me donne beaucoup de courage. Je crois qu'avec cette affluence, on pouvait gagner l'élection. Ça c'est inédit en Guinée-Bissau. Et je pense même en Afrique que pendant une personne qui vient, un groupe qui vient, des vice-présidents de partis qui viennent comme invités et transforment en délégués. Donc vraiment aujourd'hui ça montre quels gens qui sont vraiment les réels politiques et politiciens de ce pays qui veut développer ces pays. Après la mobilisation, le G15 envisage de mener sa politique sur de nouvelles bases. Nous, pour aller dans la politique, il faut qu'on engage dans la vérité, sincérité, dans la légalité aussi. S'il n'y a pas de légalité, s'il n'y a pas d'injustice, il n'y en a pas de démocratie. C'est pour ça qu'on a fait une innovation. Ça, c'est une innovation. J'ai beaucoup de confiance que tout le monde qui est beaucoup déceptionné avec les politiciens, ils sont prêts pour venir à notre projet. Nous sommes mobilisés pour le changement positif. Nous sommes mobilisés pour travailler pour le développement de notre pays. Parce que Guinée-Bissau a besoin vraiment du développement et la Guinée-Bissau a besoin surtout de la paix et la prospérité. Le coordonnateur du groupe souhaite l'implication de tous les fils de la Guinée-Bissau pour mener le pays à bon port. On a ouvert tout le monde qui était disponible, qui vous voulez venir avec nous, nous en tant que mouvement, on est disponible. On est prêt pour faire les partenariats, pour partager le pouvoir, pour aller nous tous ensemble, pour aider dans le principe spirit démocratique, pour aider, pour développer notre pays. Et l'exclusion des autres 15 députés de l'Assemblée nationale. Ils se disent tous déterminés à œuvrer pour la victoire de leur organisation aux législatives du 18 novembre prochain. Adiatala, merci. Basketball, avant de boucler cette édition, mission accomplie pour les Lions du basket. Hier, le Sénégal a battu le Mozambique par 78-68. Troisième victoire en 3 matchs dans ce tournoi de Dakar, ce qui ouvre les portes du dernier tour qualificatif à la Coupe du Monde de Chine 2019. Pape Abdoulaye. Carton plein pour le Sénégal à l'issue du tournoi de Dakar. 3 matchs, 3 victoires pour les protégés de Abdourahmane Ndiaye Adidas devant le Mozambique, la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine. Les Lions obtiennent ainsi le droit de disputer la phase 2, la dernière des qualifications à la Coupe du Monde de Chine 2019, avec des poules de 6 équipes où les premiers seront qualifiés, ainsi que le mieux classé derrière les équipes qualifiées. À l'issue de ce tournoi préliminaire, le Sénégal est bien placé avec le Nigeria et la Tunisie. Ces 3 équipes sont en tête et tiennent pour le moment le bon bout pour les tickets qualificatifs. Le Sénégal retrouve pour cette deuxième et dernière phase le Nigeria, le Mali et le Rwanda, ainsi que la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine. Les coéquipiers du capitaine Maléni Ndoye vont retrouver leurs adversaires au mois de septembre, novembre, décembre et février prochain avec un système de tournoi en match aller et retour. Selon la nouvelle formule de la FIBA, l'Afrique comptera 5 représentants à la Coupe du Monde de basket prévue en Chine l'année prochaine. Cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information, c'est dans quelques minutes avec Ibrahim Akan dans le journal du Mondial. Quant à moi, je vous retrouve demain. Bonsoir.